Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice. Nous allons prendre un grand bain de culture, une fois encore, avec aujourd'hui Paul Flickinger qui a posé un nouveau regard sur le retable d'Issenheim. Ces toiles se dévoilent en ce moment au Temple Neuf de Metz. En parlant de Metz, sachez que vous pouvez la découvrir ou redécouvrir de façon originale via des visites théâtralisées. Nous avons d'ailleurs participé à l'une d'entre elles. Nous sommes également allés faire un tour chez Isler BD à Thionville pour faire le plein de bons livres. Et puis bien sûr, vous retrouverez nos coups de cœur ainsi que notre clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons retrouver l'écrivain Laurent Petit-Mangin qui publie son deuxième roman, Ainsi Berlin, paru à la Manufacture de Livres. Un roman pour le moins exaltant. Eh bien, ouvrons la boîte à malice pour le savoir. Bienvenue. What is bus? What is a watermalice? What is bus? What is a watermalice? Laurent Petit-Mangin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous nous trouvons au restaurant La Baraka à Metz, qui se trouve juste à côté de l'hôtel où vous logez, l'hôtel de la Cathédrale. On les remercie de nous accueillir. Si vous êtes là, c'est que vous allez vous rendre dans quelques instants à la Cour des Grands à Metz pour une rencontre. Nous allons parler de votre tout nouveau roman, Ainsi Berlin, paru aux éditions La Manufacture de Livres. Mais avant cela, j'ai envie de revenir sur notre première rencontre. C'était il y a à peu près un an, tout pile, à l'occasion de la sortie de votre premier roman, Ce qu'il faut de nuit, toujours chez La Manufacture de Livres. Un roman qui a connu un immense succès. Il a été bardé de prix Stanislas, prix Femina des lycéens, et j'en passe. Comment est-ce que vous avez vécu ce succès, cet accueil chaleureux ? Je l'ai vécu comme quelque chose d'éminemment surprenant. Je l'ai vécu comme un beau tour de France. C'est-à-dire que j'ai eu du coup l'occasion d'aller de visiter des villes que je ne connaissais pas, ou en tout cas que j'ai pu redécouvrir. J'ai pu rencontrer des publics finalement très très différents. J'ai rencontré beaucoup de classes de lycéens, mais aussi des publics en médiathèque, en librairie. Donc j'ai vécu ça vraiment avec, je pense, des yeux d'enfant. De refaire ce tour de France et d'aller comme ça une semaine dans le sud, en Corse, dans le sud-ouest. Voilà. Forcément, on a envie de se dire, après cela, on a un peu de pression, voire beaucoup de pression quand il s'agit de publier le deuxième. Un deuxième que vous aviez déjà écrit. Oui, c'est l'histoire de ces deux livres, de Ce qu'il faut de nuit et Ainsi Berlin, c'est que effectivement, je les ai envoyés exactement le même jour à Pierre Fourniot, l'éditeur de la Manufacture de Livres. Et d'ailleurs, Pierre m'a appelé d'abord pour Ainsi Berlin et non pas pour Ce qu'il faut de nuit. Il a lu Ce qu'il faut de nuit dans la journée après, en me disant du coup on a deux bonnes raisons de se rencontrer très bientôt. Mais effectivement, c'est Ainsi Berlin qui a capté son attention en premier lieu. C'est un très beau livre, et là où vous mettiez en scène un homme et ses deux fils, cette fois, dans Ainsi Berlin, vous mettez en scène un homme et deux femmes, un homme tiraillé finalement entre deux femmes, et également deux mondes, puisque nous sommes à Berlin, en période d'après-guerre, dans un monde en reconstruction, avec un tiraillement entre Berlin-Est, Berlin-Ouest. Le point de départ de ce livre, c'est quoi en fait ? Si je vais être tout à fait honnête, le point de départ de ce livre, c'est que j'avais envie d'écrire une histoire sur un tunnel. Alors, pour ceux qui liront le livre, vous verrez qu'il y a un tunnel. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mais c'est vrai que ce tunnel a pris finalement une part quand même beaucoup moins importante. Et le point de départ, c'est que c'est une ville, Berlin, qui me passionne. J'ai eu l'occasion de visiter à différents temps de son histoire. Donc, je l'ai visité notamment du temps du mur. J'ai pu voir l'énorme contraste qu'il y avait entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. C'est le départ de ce livre, c'est de me dire, tiens, ce contraste, je l'avais encore en tête. Je me suis dit, c'est intéressant peut-être de situer un héros qui va avoir l'idée de reconstruire. Ce héros, il a été résistant pendant la guerre, c'est un héros communiste, résistant contre le nazisme. Et assez naturellement, évidemment, au moment où Berlin se reconstruit, il est en train d'essayer de refonder la République démocratique d'Allemagne, avec notamment Käthe,
qui est une de ses compagnons d'armes, on va dire, pendant la Résistance, et qui, elle aussi, va avoir des fonctions assez importantes au sein du Parti communiste est-allemand. Mais, effectivement, car il y a un mais, un jour, cet homme, dans le cadre de ses fonctions officielles, rencontre une architecte américaine qui est venue travailler sur la reconstruction de Berlin, et effectivement, le doute va commencer à s'installer, le doute entre deux conceptions de la vie, deux mondes, deux conceptions même peut-être de la ville aussi, et puis deux femmes, évidemment. Ce qui vous permet d'aborder finalement le thème de l'engagement, qui est très fort aussi, et puis plein d'autres thèmes dont on va pouvoir parler ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'engagement, de doute aussi permanent. Et ça, vous aimez bien creuser ça chez vos personnages, les sonder finalement. Oui, je crois que j'aime bien effectivement les hommes, les femmes en proie au doute. Alors, en l'occurrence, dans ce roman, les femmes sont assez peu sujettes au doute. C'est plutôt des femmes fortes. Des femmes de caractère. Oui. Bon, c'est plutôt l'homme qui, lui, qui est plus fragile, qui se pose de multiples questions. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je pense que si je dois réécrire des textes, il y aura quand même toujours cet aspect-là du doute, peut-être de la fatigue aussi. La fatigue des hommes, comment à un moment donné, ce qu'ils ont été n'est plus, et comment ils arrivent à quand même continuer. Donc ça, ce sont des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Oui. Vous abordez aussi un thème qui est très fort, c'est celui de la paternité, et vous l'abordez notamment à travers un programme qui est mis en place par cette héroïne, Kate, qui est le programme, alors je vais mal le prononcer, Spitzweiler, Spitzweiler, dont l'objectif finalement est de rassembler des enfants et d'en faire une élite de scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme ? Oui, c'est un programme qui est vraiment créé dans les toutes jeunes années de cette République démocratique allemande. C'est-à-dire que Käthe a vraiment le sentiment, qui n'est pas faux, qu'ils se font siphonner leurs intellectuels tant par le bloc occidental et aussi d'ailleurs l'Union soviétique. C'est-à-dire que cette République toute jeune voit ses élites partir d'un côté ou de l'autre, et donc elle a envie de créer un programme qui va permettre de garder ces élites en Allemagne de l'Est, et si possible d'ailleurs d'assurer les générations à venir. Bon, donc il y a ce programme Spitzweiler qui se monte. Et qui permet aussi de soulever cette question de la paternité notamment aussi, ça c'est un thème que vous abordez. Ils sont nombreux finalement, il y a l'amour, on a la paternité, on a l'engagement. Finalement on est dans un livre qui est à la fois politique, intime, un roman d'espionnage, c'est un peu compliqué d'ailleurs de le définir. C'est vrai que j'ai ouvert quelques portes. Bon, je me suis quand même sur les conseils bienveillants de mon éditeur attaché à les refermer a priori. Mais c'est vrai que c'est un roman dans lequel j'ouvre un tout petit peu plus de portes que peut-être dans Ce qu'il faut de nuit. Bon, c'est un roman que j'ai beaucoup de plaisir à écrire parce que je me suis fait plaisir. Effectivement, je voulais quand même écrire sur mon fameux tunnel. Donc il fallait qu'à un moment il y ait cet aspect qui se déroule. Donc oui, c'est un texte sur lequel j'ai pu aborder des thèmes qui me sont chers. Comme je fais à chaque fois, si je vous laisse maintenant pour terminer une petite minute pour vous adresser aux téléspectateurs et leur dire « lisez mon livre », convainquez-les de le faire. Non, je peux pas. Ça, c'est un exercice absolument impossible. Non, écoutez, je pense que c'est un livre où il y a une belle histoire d'amour entre un homme et deux femmes. Je pense que c'est la clé quand même de rentrer pour rentrer dans ce roman. Et puis il y a quand même beaucoup d'autres éléments. Oui, ça va bien au-delà, on a pu déjà en parler un peu. Il faut vraiment lire ce livre qui est vraiment magnifique. Moi j'ai adoré Ainsi Berlin, Laurent Petit-Mangin, Manufacture de livres. Merci beaucoup, puis on lui souhaite le même succès, voire encore mieux que le précédent. Merci. Merci. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à lire un autre livre, celui de Jean-Paul Didier-Laurent, qui vient de se voir attribuer le 92e prix Erckmann-Chatrian pour Malamute, paru au Diable Vauvert. Jean-Paul Didier-Laurent vit dans les Vosges. Il a déjà rencontré un immense succès avec ses précédents ouvrages. On pense notamment au Liseur du 6h27, qui a été traduit dans plus d'une trentaine de pays et qui est en cours d'adaptation cinématographique. Un livre également édité au Diable Vauvert. Ici, avec Malamute, il nous embarque dans un huis clos montagnard en plein cœur de l'hiver. Mais on a quand même demandé à Bernard Wyss, le président du prix Erckmann-Chatrian, pour quelles raisons ce livre avait fait la différence. Il a fait une différence simplement parce que Jean-Paul Didier-Laurent est un raconteur.
C'est une histoire qui est vraiment, comment dire, empreinte du paysage. Les personnages sont très très intéressants, les relations entre eux, etc. Ça donne un certain nombre de choses, par exemple par rapport à une petite station de neige dans les Vosges, et ça donne aussi on pourrait penser que c'est du réalisme, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un peu de fantastique là-dedans, et vraiment ça nous emporte. Jean-Paul Didier Laurent a fait vraiment un beau travail qui convaincra, je pense, les lecteurs, qui a déjà convaincu pas mal de lecteurs, et son éditeur, qui est quand même une maison d'édition importante, qui est Au Diable Vauvert, dirigé par Marion Mazoric, et c'est quelqu'un vraiment de fiable. Enfin, il l'a prouvé déjà avec Le Liseur du 6h27, il l'a prouvé avec 2-3 autres romans, dont La Fissure aussi, voilà. Malamute, 4e roman de l'écrivain Jean-Paul Didier Laurent, qui a donc remporté le 92e prix Erckmann-Chatrian, notre Goncourt lorrain, un roman qu'il est donc urgent de se procurer. Et dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve également une invitation au voyage avec le projet Kogoba Basigi qui est porté par la pianiste-compositrice Ève Risser qui a décidé cette fois de nous emmener en Afrique de l'Ouest. Pour cela, elle a invité sur scène un groupe 100% féminin, le groupe de Naini Diabaté, ce qui fait qu'au final, on va se retrouver avec 16 musiciens sur scène qui vont nous embarquer dans leur univers. Le projet Kogoba Basigi qui va mettre de la joie et de la couleur dans nos vies. Pour assister à ce concert, il suffit de se rendre à l'Arsenal à Metz le jeudi 18 novembre. Et guettez bien notre page Facebook Moselle TV car nous allons vous faire gagner des places pour ce concert. Et un bain de couleur, c'est également ce que vous allez pouvoir prendre en poussant les portes du Temple Neuf à Metz, où se dévoile en ce moment les toiles de l'artiste Paul Flickinger dans le cadre d'une exposition pour le moins audacieuse. En exposant ses toiles dans un lieu de culte tel que le temple protestant, à Metz, Paul Flickinger nous invite à l'introspection. Mais c'est aussi un hommage qu'il adresse au peintre Matthias Grunewald. Car à y regarder de plus près, chaque toile fait ici écho à une œuvre emblématique, le retable d'Isenheim, une œuvre déterminante dans la carrière de Paul Flickinger. C'est à 14 ans, à Colmar, musée Unterlinden, j'ai un choc devant le retable d'Isenheim. Surtout le Christ en croix. C'est la pièce maîtresse du retable, c'est un chef-d'œuvre exceptionnel, quoi. Donc pour moi, je me suis dit, je vais lui rendre ce qu'il m'a donné. Alors pendant 1 an, Paul Flickinger travaille sans relâche sur ce thème, s'inspire des formes que l'on retrouve sur l'ensemble du retable et les répète à sa façon, à l'envers, sur altuglace. Les couleurs sont chatoyantes, le trait affirmé, tandis que se glissent parfois des réflexions pour le moins piquantes, compte tenu du lieu dans lequel elles s'affichent. C'est intéressant d'avoir ce genre d'œuvres parce qu'elles interrogent la communauté. Nous sommes un lieu de culte en exercice, donc elles interrogent une communauté qui célèbre son culte, mais en même temps ces œuvres bénéficient aussi d'une certaine manière de la spiritualité des personnes qui les regardent, et donc il y a un vrai travail d'interprétation qui se fait, et je trouve ça absolument passionnant. Et ce qu'il y a de passionnant aussi, c'est cette concordance entre l'œuvre originale, en date du XVIe siècle, dont les scènes rappellent les ravages causés par le mal ardent, l'ergotisme du seigle, et les toiles du XXIe siècle de Paul Flickinger, conçues en pleine pandémie. Des toiles marquées du sceau de l'histoire qui permettent par ailleurs à l'artiste de laisser une trace, donner un sens à sa vie. Ça me libère complètement, quoi, de pouvoir exprimer ça. Et en plus, je suis très content parce que ça va rester quelque part. C'est peut-être mieux qu'un musée, puisque ça, c'est éternel. Car si elles sont aujourd'hui exposées au Temple Neuf, les toiles de Paul Flickinger trouveront refuge dans d'autres chapelles et églises dans les mois à venir. Certaines d'entre elles y resteront même ad vitam aeternam, comme c'est déjà le cas à Sichazel. L'exposition de Paul Flickinger est à découvrir au Temple Neuf à Metz les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h. Et si vous préférez voyager depuis votre canapé, eh bien pas de problème, je me suis rendue chez Isler Bédébis à Thionville pour avoir les conseils avisés de Benjamin en matière de littérature. Voici sa sélection.
je vais vous présenter une bande dessinée et un roman. Je vais commencer par vous présenter La fille qu'on appelle de Tanguy Vielle aux éditions de Minuit. Ce roman prend pour personnage principal Max, un ancien boxeur qui finit chauffeur du maire de la ville. Le maire de la ville comme deuxième personnage principal et la fille de Max comme troisième personnage principal. La fille de Max revient dans la ville, a besoin d'un logement. Max va demander au maire s'il peut intercéder en sa faveur. Le maire va accepter quand il verra la beauté de cette jeune femme. Ce roman fait largement écho au phénomène MeToo. C'est un roman qui se lit, qui se dévore. L'écriture est très très fluide. Vous le commencerez, vous le finirez dans la soirée. Je vous le recommande chaleureusement. Le deuxième livre que je vais vous présenter est une bande dessinée de Panaccione qui adapte un roman de Massarato. Il est publié aux éditions du Lombard. Ça s'appelle Quelqu'un à qui parler. Le personnage principal de ce roman est un jeune homme à qui tout ne réussit pas forcément dans la vie. Et un soir de déprime, ce jeune homme va appeler chez lui, le chez lui de quand il était enfant. Et le hasard veut que c'est lui-même, petit, qui va répondre au téléphone. Le héros, lors de cette discussion avec lui-même enfant, va se rappeler les rêves qu'il avait enfant, par exemple devenir footballeur, un rêve qu'il n'aura jamais accompli. Mais aussi, cet appel tombe quelques mois avant la mort de Samuel enfant. Et donc Samuel adulte va guider lui-même pour surmonter cette épreuve. C'est un roman, une bande dessinée qui est à la fois très très drôle et aussi qui laisse un peu de nostalgie et un peu de tristesse avec la mort des parents. Décidément, les bons romans et les bonnes bandes dessinées ne manquent pas à l'appel en ce moment. Pour vous les procurer, allez faire un tour chez Isler Bédébis à Thionville ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Que diriez-vous à présent de partir en balade dans les rues de la ville de Metz et de la découvrir autrement, de manière originale? Eh bien, c'est ce que propose le guide conférencier Florent, qui régulièrement enfile son plus beau costume pour proposer des visites théâtralisées. Il se trouve que Jean Minon a assisté à l'une d'entre elles. Commandant en chef dans les trois évêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, frontière de Champagne et du duché de Luxembourg et sur les côtes maritimes de l'océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne. De l'Académie française. Et si l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de Metz vous racontait la façon dont il a transformé la ville malgré les défis de taille qui l'attendaient? C'était étriqué, c'était très serré, c'était insalubre et sombre. Il fallait que j'agisse. Grâce à Florent, amoureux inconditionnel du patrimoine messin et de la pratique du théâtre d'improvisation, c'est désormais chose possible. Il y a 2 ans, il crée son entreprise, Échappée Temporelle, pour proposer aux curieux et passionnés une visite vivante et originale. Et puis surtout ce style classique à la française. Quel panache! Il rit très fort, généralement. On rit pas mal, on réagit, ça interpelle parfois, il y a des choses qui interpellent, qui surprennent, qui parfois indignent. La destruction de certains bâtiments dont j'ai été à l'initiative par exemple. Pendant 1h30 environ, et sur un parcours d'1 kilomètre, le maréchal de Belle-Île détaille les contours de ses plus belles réalisations. Ils ont dit d'ailleurs que si je détruisais tous ces bâtiments, cela ébranlerait la foi des fidèles. Oh non, ils n'avaient peur d'aucun vocabulaire, je peux vous dire. Au détour des rues sombres et discrètes, il révèle également des secrets bien gardés. Et à l'époque de l'Antiquité, il y avait une créature un peu curieuse qui terrifiait la population, qui est suspendue là-haut, en haut de la rue. Et son nom d'ailleurs, c'est assez curieux, vient du germanique Gräulich. Et Gräulich signifiait monstrueux et hideux. Il suffit de voir son visage pour s'en rendre compte. Taisons-nous, taisons-nous. Il ne faut pas réveiller le monstre, aurait chuchoté Saint Clément avant d'aller tuer le Graouli. Il mangeait de tout. Il a failli nous manger tout cru. Et c'était une femelle en tout cas. Alors. C'est une bonne idée de pouvoir mettre en scène on va dire un personnage qui a été apparemment d'une grande renommée sur la ville de Metz
et du coup de présenter au fil du temps toute l'évolution de la ville au niveau architectural et au niveau de l'histoire tout simplement. C'était super sympa, en immersion totale avec le dialogue de l'époque, le costume, une histoire sympa. Je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais vraiment agréablement surprise. De la place de la Comédie à Place Saint-Louis, la soirée fut riche en anecdotes, le tout pour un prix de 10 € par personne. Alors si vous aussi vous souhaitez faire un bond dans le passé, rendez-vous tous les samedis d'octobre à 21 h. Et puis les architectes ont jugé bon de faire fusionner les deux édifices pour donner cette cathédrale gothique. Et la prochaine visite aura lieu samedi 13 novembre de 21 h à 22 h 30. Allez faire un tour sur le site Échappée temporelle pour en savoir plus. Avant de nous quitter, en musique, comme toujours, je vous propose de noter encore quelques rendez-vous dans votre agenda, à commencer par une magnifique exposition qui se dévoile en ce moment au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Elle est consacrée à une artiste mondialement connue, Marie-Rose Lortet, qui est spécialisée dans la création textile. Vous allez voir, elle a passé toute sa vie à tricoter pour nous inviter dans son monde fantastique, ce que nous confirme Dimitri. La particularité de cette exposition, c'est que c'est de l'art textile. Alors c'est un art qui n'est pas vraiment connu, en tout cas à Montigny, quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui, on va dire dans le musée imaginaire que chacun puisse créer au château de Courcelles est une œuvre un peu originale et singulière. Donc ce sont des œuvres à plat ou en volume. Il y a certaines œuvres qui seraient d'un seul tenant, il y en a d'autres qui sont des mélanges. Alors vraiment, sur les types de matériaux, on a vraiment de tout. On peut avoir des dentelés de champagne, on peut avoir des bordures de timbre, on peut avoir des papiers à chocolat, on peut avoir du coton, de la laine, vraiment, c'est très 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 divers et c'est souvent avec des matériaux de récupération d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi dans la réflexion peut-être de l'époque, le fait de recycler des matériaux pour en faire des œuvres d'art. Elle est un peu sur un fil entre à chaque fois des choses un peu paradoxales, entre la forme et la matière, entre l'ombre et la lumière, entre les vides et les pleins. Et l'artiste dans tout ça, c'est un peu le funambule finalement de cet art. C'est un art de l'équilibre finalement, le textile. C'est à la fois quelque chose de tout à fait rigide et à la fois quelque chose de tout à fait souple. Et dans cet art, eh bien, elle met en scène des personnages, alors parfois ce sont des têtes, des expressions, ça peut être des cathédrales, ça peut être des géographies, voilà, des êtres un peu fantastiques qui finalement presque ne tiennent qu'à un fil, on pourrait dire. Marie-Rose Lortet, la représentante textile dans le monde. Un quart de ses œuvres est exposé ici au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz, des pièces allant de 1990 à nos jours et que vous pouvez découvrir les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 19 décembre. Et puis, pour les amoureux de théâtre, notez que le festival Théâtre Hockey est de retour pour sa 5e édition. 5 compagnies locales y sont attendues qui présenteront 9 pièces, comédie, drame, il y en aura pour tous les goûts, avec des adaptations de Florian Zeller, Sacha Guitry et des créations bien sûr. Le prix d'entrée est libre, mais attention, il est tout de même préférable de réserver. Ça se passe du 17 au 21 novembre au Centre social et culturel Le Quai au Sablon à Metz. L'heure est maintenant venue de refermer la boîte à malice en musique comme promis avec aujourd'hui Laurette Canyon qui a grandi au son de John Mayall, de Johnny Cash ou encore d'Elvis Presley. C'est donc tout naturellement aujourd'hui qu'elle s'est tournée musicalement vers la rock country. Après 2 albums et des tournées dans les plus grands festivals de France et d'Europe, la voilà de retour avec un nouvel opus et un premier single comme une mise en bouche. Allez, bye bye. I'm gonna sit here till the sun goes down, sipping some iced tea till my tears jump, jumping and flying. I was Superman, acting silly, foolish. There seem sweets and chocolate cake, sometimes grounded till very late. Daddy was mad and my mind so tight that what I truly want now. It feels so good, it feels so sweet. Thinking back to my memories, back then I was so young and free. Now you're on your way and I just can't wait to leave it all again for your little hands. Baby, there are so much games to play.
to my memories. Back then I was so young and free. Now you're on your way and I just can't wait to leave it all again through your little hands. Baby, there are so much games to play.